13e monde. Et si on s'écoutait parler? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur 13e monde, la web radio des étudiants de l'université Sorbonne Paris-Nord. Je m'appelle Eva et je suis avec Ictiel qui animera à mes côtés cette émission. Bonjour Ictiel. Bonjour Eva, bonjour tout le monde. Dans nos sociétés contemporaines, les médias jouent un rôle essentiel en tant que relais d'information et pilier du débat public. Il est de fait important de réfléchir, il est important de définir ce que sont les médias. Ils désignent l'ensemble des moyens de communication permettant de diffuser des informations à un large public. On retrouve les médias traditionnels tels que la presse écrite, la radio et la télévision, et les médias numériques avec les sites miroirs des médias traditionnels comme le Monde.fr pour Radio France, et les pure players qui existent uniquement sur Internet comme Mediapart et Combi. Effectivement, le rôle des médias est d'informer, d'éduquer, de divertir. Ils permettent aux citoyens de se forger une opinion, seulement cela ne suffit pas. Il faut aussi garantir un débat public de qualité qui repose sur une information fiable, assurée grâce à la vérification et à la pluralité des sources envers et contre la concentration médiatique, et en faveur de la diversité des points de vue. Sans cela, le débat s'appauvrit et la démocratie s'affaiblit. Voilà qui garantit une information juste et un débat éclairé, essentiel à une démocratie vivante. Et oui, bien que les médias soient censés être un contre-pouvoir, leur indépendance est souvent mise en cause. Beaucoup appartiennent à de grands groupes économiques et sont soumis à des pressions politiques. Dès l'édito, Cassie s'interrogera sur la bonne santé du système médiatique afin de voir si aujourd'hui les médias sont malades. Et justement, pendant ce semestre, les reporters de notre web radio 13e monde ont interrogé des professionnels des médias, journalistes et chercheurs, afin qu'ils nous donnent leur point de vue sur ces questions contemporaines. Les étudiants de licence 2 et licence 3 de l'UFR Information Communication vous présenteront durant toute cette heure d'émission le fruit de leurs rencontres et recherches à travers des chroniques, entretiens, revues de presse, débats, ainsi que des interviews sur le thème de la ligne éditoriale des médias et la perception de l'actualité par le grand public. Ces interviews sont disponibles en podcast sur notre chaîne 13e monde, accessible depuis toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts. Et cette émission sera aussi diffusée sur le compte YouTube de l'université Sorbonne Paris-Nord. Nous vous invitons également à nous suivre sur notre site web radio paris13.fr et sur nos réseaux sociaux 13e monde. Nous commencerons notre émission avec Sarah pour découvrir les actualités de la fac avant d'accueillir Julien Barré, linguiste en résidence d'auteur en Seine-Saint-Denis, lors d'un entretien réalisé par Caroline autour de l'événement Parole en scène. Nous entrerons dans le vif du sujet avec une réflexion sur l'indépendance des médias. Tout d'abord, Cassie vous proposera un édito intitulé « Qui possède les médias ?» Ensuite, Chéri nous présentera une revue de presse témoignant de l'influence de l'extrême droite sur les médias. En contrepoint, l'association Un bout des médias veille à préserver la liberté journalistique, ce qu'Alice nous présentera à travers une interview de Madeleine Meunier, en service civique dans l'association. Puis Aïna évoquera le documentaire « Les médias de la haine » de la chaîne en ligne Off Investigation. Pour conclure cette première partie, Souleymane nous présentera un entretien avec Jens Hamdi, reporter d'investigation chez Blast. Avant de passer à la deuxième partie, Nancy et Iska liront les textes créés par nos camarades autour de portraits d'habitants de l'île Tanneuse lors d'un atelier d'écriture proposé par Antonin Crème, écrivain en résidence en Seine-Saint-Denis cette année. Dans la deuxième partie de l'émission, nous nous pencherons sur l'état de la liberté d'expression dans le monde avec une chronique sur le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse en 2024. Puis nous recevrons Ahmed Abden, journaliste égyptien, interviewé par Soufiane avant une critique du film Radio Prague, les ondes de la révolte, par Lucas. Enfin, la dernière partie de l'émission portera sur la question de la confiance dans les médias français, dont les dernières études seront décryptées par Antoine et Joris. Les participants de notre grand débat répondront donc à cette question, à cette épineuse question: les médias français sont-ils encore dignes de confiance? Modéré par Kian, il réunira Anna, Mamadou, Soufiane et Redouane. Mais tout de suite, intéressons-nous à la vie de campus de l'université Sorbonne Paris-Nord et à la vie culturelle en Île-de-France. Entre événements culturels, initiatives étudiantes et actions de sensibilisation, tous les campus continuent de bouger en cette fin d'année universitaire. Bienvenue Sarah. Dès demain, c'est le lancement de la première édition du festival Enquête d'info dans vos bibliothèques parisiennes. Des conférences, des rencontres et des ateliers sur le décryptage des médias y seront proposés jusqu'au 12 avril. Le 1er avril,
Un shooting professionnel sera organisé sur le campus de Villetaneuse et le 3 sur celui de Bobigny pour que l'université soit représentée par de nouveaux visages dans les canaux de communication. Toujours sur le campus de Bobigny, le mercredi 2 a lieu la battle annuelle 100% hip-hop organisée par le service culturel de midi à 14h dont l'invité de cette année est Breaking. Et les journées de sensibilisation au handicap sont organisées par le service de la vie étudiante sur les 3 campus. Le 2 à Villetaneuse, le 3 à Bobigny et le 4 à Saint-Denis, avec des ateliers de mise en situation sur le handicap invisible, des constructions à l'aveugle, des ateliers sur les troubles moteurs et sur le goût, mais également des ateliers avec la participation de la médecine préventive. Enfin, découvrez l'exposition photographique Les silences de l'atelier de Jean-Marie Delmorin au Café Expo et à la BU Edgar Morin. Vous avez encore jusqu'au 4 avril pour y assister. Le même jour, dans le cadre du dispositif Campus Louvre, les étudiants de 3 masters de notre université, le master Économie des entreprises et des marchés, le master Métiers du texte et de l'image et le master Dynamique culturelle, vous invitent dans le département des peintures du célèbre musée pour découvrir un parcours d'exposition inédit et des activités insolites à l'occasion d'une nocturne du Louvre. Le vendredi 4 avril de 18h à 21h sur le thème de la nature instrumentalisée. Paysages, marchandises ou menaces, une exploration sensible des représentations de la nature entre vision idyllique, surexploitation et risque de destruction. L'occasion de redécouvrir le port de Marseille de Vernet, la Reine de Chardin ou le radeau de la Méduse de Jéricho sous un angle neuf. L'entrée est libre et gratuite, mais il faut réserver sur le site ticket.louvre.fr. Et pour parler d'un autre événement imminent, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Barret, linguiste, journaliste en résidence d'auteur dans notre université depuis la rentrée de septembre. Il vient nous parler de Parole en scène, un événement qui invite les étudiants à s'emparer de la parole sous toutes ses formes. Caroline, c'est à toi. Notre invité, le poète et linguiste Julien Barret, actuellement en résidence d'auteur à l'université Sorbonne Paris-Nord, propose aux étudiants de Villetaneuse de monter en scène et de s'approprier la parole sous toutes ses formes. Slam, débat, pitch et bien d'autres encore lors de l'événement Parole en scène le 3 avril, une exploration vivante et créative de l'éloquence où la magie des mots prend tout son sens. Bonjour Julien. Bonjour Caroline. Vous avez récemment publié un podcast, Apprends les bails, sur le nouveau langage des jeunes qui, on peut le dire, est vivement critiqué par les autres générations. Et pensez-vous que ce podcast, de même que l'événement que vous avez fondé, Parole en scène, peuvent être des réponses aux clichés selon lesquels les jeunes ne savent plus parler? Eh bien oui, la plupart du temps, quand je m'adresse aux étudiants, aux étudiantes, peut-être moins stressé que dans un cadre comme celui-là où vous parlez plus ou moins en direct dans un dispositif de radio. Quand je m'adresse de manière naturelle, comme tu es intervenu dans ce podcast, puisque au hasard de mes déambulations sur le site de Villetaneuse, de Bobigny, j'ai interviewé plein de jeunes pour savoir quelles sont les nouvelles expressions. Toutes les réponses qui m'ont été données l'ont été dans un langage assez soutenu pour expliciter des mots argotiques, des mots comme dinguerie, singerie, singe, bail, des mots comme goumin qui viennent du nouchi, des mots comme dans la sauce qui viennent du camp franglais, des mots qui viennent de l'arabe, de l'antillais, du gitan. Tout ce langage actuel, lorsqu'il est expliqué par les personnes qui l'utilisent, les personnes le font dans un langage soutenu. Donc c'est ça la réponse, c'est la vivacité, le caractère vivant de la langue. La plupart des linguistes dont je fais partie sont d'accord pour dire que les jeunes ne parlent pas moins bien qu'avant, ils parlent différemment avec un langage. Donc la réponse, elle vient d'elle-même, quoi. Et justement, quels sont les principaux freins, selon vous, qui empêchent les jeunes de prendre la parole publiquement? Et aussi, comment un événement comme Parole en scène peut les aider à les surmonter? Donc il y avait 2 choses dans ma résidence d'auteur. Pendant 6 mois, j'étais là. Et les 2 objectifs, c'était de réaliser ce podcast que j'ai évoqué juste à l'instant,
apprend les bails sur le lexique du 93, dans la suite de ce que j'avais fait dans le 91. Et le deuxième objectif, c'était de mettre en scène toutes les initiatives de prise de parole qui sont présentes à l'université. Donc des initiatives, elles sont déjà là. Il y a des concours d'éloquence à Vitaneuse, il y en a au moins 2 ou 3, parce qu'il y en a un à l'UFR DSPS qui rassemble le droit, il y en a un autre à l'IUT de Vitaneuse. Il y a un concours d'éloquence aussi à Bobigny, qui s'appelle la Battle d'éloquence. Ensuite, il y a ma thèse en 180 secondes. Il y a mon métier rêvé en 180 secondes, c'est du pitch. Il y a des ateliers de slam, d'art oratoire, donc tout est déjà présent et moi j'ai voulu les réunir. Et ça se passe, et je vous le dis donc à vous qui êtes ici, au Forum de Vitaneuse le 3, jeudi 3 avril, de midi à 14h. Il va y avoir d'abord, de midi à 13h, on va réunir toutes les 5 minutes une personne, un étudiant qui va illustrer une forme de l'art oratoire, parce qu'il y en a différentes, que ce soit du concours d'éloquence, du pitch, du slam. Et ensuite, c'est une scène ouverte de 13h à 14h. Je serai accompagné de Giz, qui est un rappeur improvisateur avec sa contrebasse. Donc on va mettre en scène l'éloquence sur une scène ouverte de slam entre midi et 14h, jeudi 3 avril, au Forum de Vitaneuse. Très bien. Et justement, vous avez évoqué les concours d'éloquence sur nos campus. J'aimerais bien savoir, selon vous, quelles sont les qualités d'un bon orateur? Et aussi, est-ce que l'art oratoire repose-t-il seulement sur la technique ou y a-t-il aussi une dimension sociale et émotionnelle à prendre en compte? Excellente question. Dans la rhétorique classique, on a Cicéron qui nous explique qu'il y a 2 genres principaux de rhétorique. Il y a la rhétorique très très simple, le discours sans figure de style qui va droit à l'essentiel. On appelle ça dans l'Antiquité la rhétorique, le courant attique. Et il y a le courant asianiste, c'est les orateurs d'Asie mineure qui mettent plein de figures de style, plein d'ornements. Et finalement, l'idéal, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le naturel. Le naturel, c'est s'adapter à la situation présente de l'énonciation, au contexte, être grandiloquent quand il faut l'être, être ultra direct quand il faut l'être, envoyer une punchline de temps en temps, parler clair, simple, et parfois mettre des figures de style, être fluide et improviser. Ce qu'il faut, c'est ne pas lire son texte lorsqu'on fait de l'éloquence, lorsqu'on fait un discours. Le mieux, l'idéal, c'est soit d'improviser, soit d'avoir en tête des grandes idées et de regarder les interlocuteurs, de parler aux gens, de parler naturellement, d'être animé par quelque chose, un feu intérieur qu'on essaye de faire ressortir. Et donc le mot-clé, je pense, c'est le mot naturel. D'accord. Et vous nous l'avez dit, Parole en scène expérimente plusieurs formes d'expression. Pensez-vous que ces formes artistiques sont une manière plus actuelle d'engager les jeunes et de leur donner une voix sur des sujets qui les concernent? On va avoir notamment une breakdanceuse ou une breakeuse. On devait avoir un rappeur, mais c'est pas sûr. Pas de stand-up, mais l'idéal aurait été vraiment de réunir toutes les formes de la parole. Mais il y aura du slam, il y aura du pitch, il y aura de l'éloquence. J'ai cité donc l'humour, le rap, parce que, à mon avis, c'est ça l'éloquence d'aujourd'hui. C'est l'éloquence qui remplit le plus de salles. C'est des rappeurs qui remplissent le Stade de France ou des humoristes. Et donc, c'est de la technique, c'est de la parole qui est très travaillée, des punchlines, de la conception. Et c'est ça qui réunit tout le monde, toutes les générations, les jeunes, les vieux. Et les jeunes peuvent s'illustrer aussi dans ces disciplines. Notamment, il y a beaucoup de scènes ouvertes de stand-up, il y a beaucoup de jeunes qui font du stand-up, il y en a des comédie clubs qui ouvrent un peu partout. Et ça, c'est de la pratique. C'est des jeunes qui, tous les soirs, vont tester leur vanne. Ils changent une virgule, une syllabe, un mot, et ils testent, ils testent, ils testent. Et elle est là, la rhétorique, il est là, l'art oratoire, elle est là, l'éloquence, de manière la plus grandiose actuellement. C'est dans cette éloquence populaire, je pense, de l'humour. D'accord. Merci beaucoup, Julien, pour ces réponses très constructives. Et j'espère qu'on vous retrouvera le 3 avril au Forum du campus de Vitaneuse. J'en serais ravi. Et vous l'avez compris, Parole en scène est l'événement à ne pas manquer pour perfectionner votre art oratoire. Rendez-vous le 3 avril au Forum du campus pour vivre cette expérience unique. Il y a une scène ouverte à la fin, je précise, et tout le monde peut monter sur scène, même si c'est pas prévu. Très bien, merci. Et merci à vous d'être venus et d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Prenons un instant pour réfléchir à un autre aspect essentiel de la parole publique, l'indépendance des médias, qui décide des informations que nous recevons. Qui possède nos journaux, nos chaînes de télévision, nos radios?
C'est le thème de l'édito de Cassie. Bonjour. Informer, décrypter, interroger, les médias jouent un rôle clé dans la vie démocratique. On les présente souvent comme un contre-pouvoir, un rempart contre la désinformation et les abus, un espace où se construit le débat public. Pourtant, leur indépendance et leur diversité sont des enjeux plus que jamais cruciaux. Au-delà des journaux, des chaînes de télé ou des stations de radio, ils forment l'ossature, le squelette de l'espace public. C'est à travers eux que se forgent les opinions, que se discutent les grands enjeux de société et que se dessinent les rapports de force politiques et économiques. Sans des médias libres et diversifiés, c'est la pluralité des idées qui s'efface. Mais aujourd'hui, cette mission fondamentale est-elle encore remplie ? Si vous nous écoutez aujourd'hui, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de ces noms qui reviennent sans cesse. Bolloré, Bouygues, Lagardère, Dassault, Pinault, des entités, des familles à la tête de grands groupes industriels, spécialisés parfois dans l'armement, le luxe ou la finance. Cela paraît paradoxal, mais ce sont aussi ceux qui possèdent une partie de nos médias. C'est exactement ce que montre ce graphique intitulé « Médias français, qui possède quoi ?», publié par le Monde diplomatique et Archimède et dont la dernière version remonte au mois de décembre dernier. Un schéma dense, presque étouffant, qui prouve une chose simple. Ils sont tous liés. Une poignée de personnes, quelques grands groupes qui possèdent une partie des titres, ce que vous regardez, ce que vous écoutez et ce que vous lisez. Alors la question se pose, peut-on encore parler d'indépendance ? Peut-on encore croire que l'information n'est pas influencée quand elle est entre les mains de ceux qui ont tout intérêt à la façonner ? Regardons de plus près. Bouygues détient TF1, première chaîne d'Europe, et sa filiale LCI, influençant massivement l'information télévisée. Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, possède Le Parisien et Les Échos, des journaux clés sur l'actualité économique et politique. Patrick Drahi, milliardaire des télécoms, détient BFM TV, RMC et Libération. 3 médias majeurs qui façonnent le débat public. Mais le plus frappant, c'est Vincent Bolloré, dont l'empire médiatique s'est étendu de façon spectaculaire. CNews, C8, Europe 1, le journal du dimanche, une ascension fulgurante qui a radicalement transformé ces médias, imposant une ligne éditoriale et idéologique nette et homogène. Les départs en masse des journalistes, les changements de lignes éditoriaux brutaux, seraient-ils les symptômes avant-coureurs du mal qui menace de ronger notre paysage médiatique ? Et cette concentration, elle ne concerne pas seulement l'information. Le divertissement, la culture et même la presse régionale sont touchés. Lagardère contrôle Paris Match, le JDD, mais aussi des radios comme Europe 1. Dassault a longtemps possédé Le Figaro. Résultat, un paysage médiatique verrouillé, où une poignée de milliardaires fait parfois pression pour tenter de mettre en avant certains sujets, ou d'en passer d'autres sous silence. Pourtant, malgré cette concentration presque inquiétante, tout n'est pas si simple, car au cœur de ces rédactions, des journalistes continuent de se battre pour leur indépendance. Malgré le pouvoir d'influence indéniable que leur remarquent chez certains propriétaires des médias, les rédactions ne sont pas pour autant totalement soumises. Il existe des résistances, des espaces de liberté, des choix éditoriaux qui échappent aux logiques imposées par les actionnaires. Certains journalistes, collectifs et médias indépendants tentent de maintenir une rigueur et une éthique professionnelle, malgré les pressions économiques et sociales. Alors, nous pouvons nous demander quelle est la véritable marge d'indépendance de nos médias ? Suffit-elle à garantir un débat démocratique libre et éclairé ? Même si cette indépendance reste fragile, en étant constamment mise à l'épreuve par des logiques économiques et des pressions éditoriales, nous le savons. L'information n'est pas une simple marchandise. Elle appartient à ceux qui la produisent, mais bien sûr aussi à ceux qui la reçoivent. Et tant que les citoyens resteront vigilants, qu'ils exigeront un journalisme rigoureux et pluriel, il restera des espaces où la vérité pourra s'exprimer. Comme Cassie nous l'a dit, une poignée de milliardaires détiennent aujourd'hui une grande partie des médias, influençant ainsi ce que nous lisons, regardons et entendons, même si la liberté de la presse reste encore globalement préservée dans notre pays. Et parmi les conséquences de cette emprise, une tendance se dessine, la place grandissante de l'extrême droite dans le paysage médiatique. Quels en sont les signes les plus marquants ? Chérine va nous éclairer en décryptant cette tendance à travers une revue de presse. Dans une tribune parue le 19 juin 2024 dans Le Monde, Claire Secaille, historienne des médias, écrivait, je cite, « La disqualification de la gauche est le ciment d'une coordination médiatique
entre le pouvoir macroniste et le groupe du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré, qui participe activement à la polarisation de la société. Alors que récemment, plusieurs émissions et chaînes françaises se sont vues accusées d'accorder une place disproportionnée aux idées d'extrême droite et à leurs représentants, cette tendance mérite que l'on s'y intéresse. Je vous propose donc de retracer ensemble quelques événements récents qui témoignent de ce curieux virage à droite du paysage médiatique français. Le mercredi 19 février, Libération rapporte que le Conseil d'État a confirmé le non-renouvellement de la fréquence TNT de C8. Une décision vivement critiquée par plusieurs figures d'extrême droite. Jordan Bardella, d'après le même article, parle sur X d'un recul inédit pour le pluralisme du paysage audiovisuel français et d'une lourde défaite pour la liberté d'expression. Il faut dire que Touche pas à mon poste, l'émission phare de Cyril Hanouna, a souvent servi de scène aux représentants de cette mouvance politique lors des élections. En pleine période électorale, 53% du temps d'antenne politique de l'émission était occupé par l'extrême droite, rapporte également Claire Secaille dans un article du 1er février 2022 de l'Humanité au titre très éloquent « TPMP Cyril Hanouna, le bouffon au service de l'extrême droite ». Le 25 février, sur RTL, Jean-Michel Apathy évoque les crimes de guerre commis par l'armée française en Algérie. Je cite ses propos, « Nous avons fait des centaines d'ouragans sur glane en Algérie ». Ces déclarations ont été immédiatement suivies d'un tollé du côté de l'extrême droite qui dénonce une falsification historique. Et la conséquence ne se fait pas attendre. Le 5 mars, Le Figaro rapporte que Jean-Michel Apathy se met en retrait après que l'ordre lui a été intimé par la direction de l'antenne. Il a finalement démissionné alors même que ses propos étaient avérés, ce qu'a confirmé l'historien Benjamin Stora dans une interview accordée à Libération le 10 mars. Or, ce départ en trombe de Jean-Michel Apathy coïncide avec l'arrivée pour le moins inattendue de Cyril Hanouna au sein du groupe. Un changement qui fait grincer des dents en interne. Selon Libération, dans un article paru le 3 mars, les journalistes du M6 et RTL se sont rassemblés ce même jour à 13h30 à l'appel des deux chaînes pour discuter des conséquences de cette arrivée. Au centre des négociations, les inquiétudes sur l'avenir de la ligne éditoriale du groupe face à un animateur accusé de désinformation, insultes et prise de position orientée vers l'extrême droite. Entre débats forcés et arrivées controversées, le paysage médiatique continue de bouger. Une question persiste, jusqu'où ira ce glissement ? On comprend l'influence grandissante de certains groupes médiatiques sur le débat public et la montée en puissance des idées d'extrême droite pose une question centrale. Comment garantir une information réellement indépendante et plurielle ? C'est justement l'un des combats portés par l'association Un bout des médias. Alice, avec ton groupe, vous avez rencontré Madeleine Meunier, membre de cette association engagée pour l'indépendance des médias. À toi la parole. Entre concentration économique, pression politique et précarité des journalistes, l'indépendance des médias est plus que jamais remise en question. Avec mes camarades, nous nous sommes entretenus avec Madeleine Meunier, service civique au sein de l'association Un bout des médias, créée en 2020, qui a pour objectif d'aider les rédactions à lutter contre les situations de vulnérabilité vis-à-vis de leurs actionnaires et de ceux qui possèdent les médias. L'engagement dans l'indépendance des médias doit permettre à l'information de redevenir un bien public, accessible à toutes et à tous, et de la manière la plus neutre et complète possible, dans la diversité des points de vue présentés. Dans cet entretien, Madeleine Meunier souligne ce qui fait la particularité de l'association dans la lutte pour l'indépendance et la diversité de l'information. Je dirais que ça s'axe surtout sur 2 points, la diversité de nos actions. Donc on aide autant les rédactions que les citoyens, on fait aussi du plaidoyer, donc on interpelle les puissances publiques. Donc on est un peu sur tous les fronts. Et aussi notre neutralité, c'est-à-dire qu'on aide tout le monde, peu importe la ligne éditoriale, l'orientation politique de la ligne éditoriale du média. On aide vraiment tout le monde parce que l'indépendance des médias, c'est pas que les médias indépendants, c'est chaque média, même ceux possédés par des milliardaires, même ceux de droite. On aide vraiment tout le monde et je pense que c'est ça qui fait vraiment notre diversité. Il faut dire que cette aide est plus que nécessaire face aux menaces qui pèsent sur les médias en France. La fusion de l'audiovisuel public, la concentration des médias et la désinformation figurent parmi les 3 principales menaces qu'elle évoque. Face à ces menaces, l'association cherche à sensibiliser et à mobiliser les citoyens autour des enjeux d'une information libre et diversifiée. Mais concrètement, comment cela se manifeste ? Madeleine Meunier nous a répondu, je vous propose d'écouter sa réponse.
Pour sensibiliser, le plus important, ça reste l'éducation aux médias. Donc on va aller dans des collèges, des lycées, on intervient dans les écoles de journalisme, à la fac aussi, voilà, donc pour faire des cours aux étudiants et aux élèves, pour leur donner un peu des clés de lecture, comment consommer l'information, comment ne pas se laisser désinformer ou manipuler. On intervient aussi beaucoup dans des événements, comme par exemple la Fête de l'Humanité, ou dans plein de conférences, pour parler aussi de nos sujets, et essayer de toucher un maximum de personnes. Et on organise aussi nous-mêmes des événements, par exemple, on a un événement qui s'appelle l'Université de Printemps, qui est sur une semaine, qui arrive donc là en avril. On fait plein de conférences, plein d'ateliers, des workshops, des brunchs médias pour que les gens viennent à la rencontre aussi des personnalités médiatiques pour discuter directement avec elles. Et pour ce qui est de mobiliser, on va mobiliser régulièrement les bénévoles, surtout autour d'appels au soutien, en signant des pétitions, en repartageant des contenus, ou alors pour ceux qui ont les moyens en donnant aux médias qui sont en danger. Et surtout l'idée c'est de comprendre qu'on a tous et toutes un rôle à jouer et qu'il est très simple en fait de s'engager pour l'indépendance des médias. Ça ne demande pas des moyens démentiels, ça ne demande pas un temps démentiel, et pourtant c'est très important de le faire. Et justement, c'est en ce moment la semaine des médias dans les collèges et les lycées. L'occasion pour nos jeunes de s'initier à l'éducation aux médias. On l'a bien compris, les menaces existent, mais l'espoir d'un paysage médiatique plus indépendant persiste. Et oui, grâce au travail d'enquête de journalistes de terrain, on peut au moins dénoncer les dérives. On va donc parler de ceux qui font l'opinion, ou plutôt de ceux qui la déforment. À travers le décryptage d'un documentaire réalisé par Off Investigation, intitulé « Les médias de la haine », Aïna revient sur ces chaînes d'information qui divisent bien plus qu'elles n'informent. Alerte info tout le monde. Les pauvres sont trop feignants, les musulmans dangereux, la gauche antisémite et les journalistes trop indépendants. Bienvenue sur CNews, la chaîne où les faits n'ont qu'à bien se tenir et où l'édito d'extrême droite se porte mieux que jamais. Heureusement, il reste des gens un peu déchus, un peu utopistes, qui pensent que l'info ce n'est pas du clash et du mépris. Et heureusement qu'il y a un documentaire pour nous rappeler que non, ce n'est pas normal. Ce documentaire, signé Gauthier Meignier et Emma Pezo, journaliste pour le média indépendant Off Investigation, est sorti le 10 novembre 2024 en accès libre sur YouTube. Il s'intitule « Les médias de la haine, objectifs, guerre civile, super l'ambiance ». Le point de départ, c'est en 2016, chez iTélé, une chaîne d'information où des journalistes, naïfs sans doute, pensaient encore qu'informer le public passait avant d'obéir au patron. Mais le patron, c'est Vincent Bolloré, qu'on ne présente plus. Et lui, il a un projet, faire d'ITélé une machine à buzz, quitte à imposer à l'antenne Jean-Marc Morandini, animateur accusé de harcèlement sexuel à l'époque. Bref, c'est la descente en enfer, entre grève, pression, démission, macro-explosion. Pardon, je m'éparpille. Le Disneyland de l'édito d'extrême droite, où Zemmour, raciste et négationniste, devient une superstar, et où les faits, eux, deviennent optionnels. Ceux qui restent découvrent un management façon Game of Thrones, brutal, autoritaire et humiliant. En 2017, iTélé devient CNews, et là, faut s'accrocher. L'information devient une arme utile pour désigner des ennemis. On fait face à une télé où les précaires sont des assistés, des glandus, des feignasses, les gilets jaunes, des crétins, les étrangers, une menace. Tout ça dit avec assurance, et même parfois avec le sourire, entre deux pubs pour des croquettes et un débat pour savoir s'il ne faudrait pas que je m'appelle Anaïs plutôt qu'Aïna. Ce documentaire, ce n'est pas juste un constat, c'est une dissection. Il ne se contente pas de balancer des archives chocs. Il enquête, il interroge, il donne la parole à d'anciens journalistes ayant travaillé pour ces chaînes tenues par des milliardaires, souvent anonymes, parce que oui, dire la vérité et montrer les faits, aujourd'hui, c'est risqué. Il montre comment les chaînes privées ont construit une véritable machine à diviser. Elles n'informent plus, elles ciblent. Les chômeurs, des feignants, les musulmans, toujours eux, toujours suspects. Et la gauche, ce n'est plus qu'une blague. Tout ça est dit, répété, martelé à longueur de journée. Et pendant ce temps-là, Zemmour fait son prime time chez Hanouna et BFM TV fait la police. Mais sinon, tout va bien. Ce qui fait peur, c'est que tout ça fonctionne. Les discours de haine boostent les audiences, les clashs font le buzz. Et pendant qu'on s'indigne sur Twitter, la démocratie, elle, se fait gifler en silence. Mais le documentaire ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que dénoncer. Il nous montre aussi qu'il existe des résistances, des journalistes qui refusent de se taire, des ONG comme Reporters sans frontières qui portent plainte, et des médias indépendants qui, eux, ne vivent pas grâce à des yachts, mais grâce à des dons. Ce documentaire, moi, il m'a touchée, parce qu'il ne montre pas seulement la manipulation médiatique, il montre aussi la solitude de celles et ceux qui résistent, ceux qui croient encore à leur métier. Et puis, il y a cette phrase, dite par Hervé Brusini à la fin, qui m'est restée en tête. On ne peut pas vivre qu'avec la haine et la colère. On ne peut pas vivre dans l'obscurantisme. Le journalisme, c'est un pourvoyeur de lumière. Et ça, franchement, ça redonne un peu d'espoir. Parce que oui,
C'est sombre, mais c'est une claque nécessaire. Les médias de la haine, ce n'est pas juste un documentaire. C'est une alarme qui nous demande jusqu'à quand accepterons-nous cette situation? Jusqu'à quand laisserons-nous ces milliardaires faire la pluie, le bon temps et les orages identitaires à 20h? Il existe malgré tout une alternative, des médias libres, citoyens, financés par le peuple, pour le peuple. Mais pour que ces alternatives prennent de l'ampleur, il faut les soutenir. Ce documentaire est le premier épisode d'une longue saison qui nous dit « Regardez qui a le pouvoir et ce qu'il en fait. Moi, je vous laisse là-dessus. On se revoit peut-être bientôt, ou pas. Ça dépend si des milliardaires ont racheté 13e Monde d'ici là. » Ce documentaire met en lumière une réalité troublante. Quand l'information devient un outil de division, c'est tout le débat démocratique qui en pâtit. Une réflexion essentielle à l'heure où la frontière entre journalisme et propagande semble parfois s'effacer. Il y a heureusement encore des médias indépendants, c'est aussi le cas de Blast Info, politiquement orienté à gauche. 13e Monde est allé à la rencontre d'un de ses journalistes, Yanis Mhamdi, reporter d'investigation au micro de Souleymane, qu'on accueille en plateau. Bonjour. Bonjour à tous. Pour faire écho à l'édito de Cassie, nous avons questionné Yanis Mhamdi, le média Blast dirigé par Denis Robert, sur la difficulté d'enquêter librement, notamment dans le cadre d'enquêtes qui concernent directement le pouvoir en place. En reprenant des affaires qui ont fait énormément parler, je prends l'exemple de Betaram. Pour rappel, Notre-Dame de Betaram est un établissement catholique dont plusieurs représentants sont accusés de maltraitance et d'agression sexuelle sur une centaine d'anciens élèves. Autre affaire, celle d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, mis en cause dans une affaire de prise illégale d'intérêt avec la société maritime MSC. Yanis Mhamdi met en avant ces difficultés que lui et ses confrères ont rencontrées pour obtenir des réponses. Vous allez l'entendre, il ne mâche pas ses mains. Généralement, nous, dans nos enquêtes, on fait face à une vraie campagne d'invisibilisation. Et les politiques ne nous répondent pas. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est d'autant plus présent sous Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de politique qui est mise en place de ne pas répondre aux journalistes. Or, c'est pas une obligation pour les hommes politiques, mais quand on parle d'un pays démocratique, on veut que tout puisse être mis sur la table et que la transparence puisse être là, c'est quand même grave. Et nous, à Blast, moi, quand j'ai sorti aussi, par exemple, l'affaire Kohler, j'ai été avec Off Investigation, mais on l'avait sorti avec Blast, on n'a jamais eu de réponse du président, on n'a jamais eu de réponse de Kohler, ni de l'entourage de Kohler. Personne ne voulait parler, tout le monde avait peur, et ça, c'est grave, parce qu'il y avait des questions sur lesquelles il fallait des réponses, et on ne les a jamais eues. C'est un constat très défavorable, mais est-ce qu'il s'applique à tous les médias? Et non, cela est normalement pas applicable à tous les médias. Mediapart, Blast, tâche de faire preuve d'indépendance indispensable pour être totalement libre d'enquêter, comme Yanis Mhamdi n'a pas manqué de nous le rappeler. Chez Blast, métier de journaliste d'investigation, nous, comme on est un média totalement indépendant, on a la chance de pouvoir un peu creuser tous les sujets qui nous donnent envie, donc c'est d'enquêter le plus possible et d'aller le plus loin possible, là où peut-être dans d'autres médias qui ne sont pas indépendants, il y a certaines limites. Après, ici on a le temps, on a la liberté d'enquêter autant qu'on veut. Tous les médias ne sont pas indépendants, mais certains comme Blast ou Mediapart montrent l'inverse. L'entretien complet avec Yanis Mhamdi est à retrouver sur Spotify. Et avant de parler de l'état de la liberté d'expression en France, prenons une petite pause culture. Nancy et Iska nous font écouter les textes des étudiants effectués lors de l'atelier d'écriture avec Antonin Crème, invité de la dernière rencontre texto et actuellement en résidence d'auteur à la médiathèque Annie Ernaux de Vitaneuse, dans le cadre du programme de résidence écrivain-écrivaine en Seine-Saint-Denis. Pour l'occasion, il est venu organiser à l'université un atelier d'écriture offrant aux étudiants la possibilité de participer à sa prochaine exposition. Mêlant récits et essais, Neftali et Joris ont laissé parler leur imagination. Vous êtes ici. C'est la première chose que je lis en arrivant ici. On pourrait se demander la raison de ma venue, ou bien quelle est ma destination. Moi-même, je ne le sais pas. Pourtant, autour de moi, la plupart des gens semblent savoir où ils vont. Je ne sais pas trop où aller. Le stade, marché de Saint-Denis, porte de la Chapelle, ces noms ne me disent rien. Pourquoi ne pas m'y rendre? Ces arrêts sont pour moi les débuts d'une aventure. C'est la découverte, car je ne me souviens de rien. Elle arrive, et les passagers y montent d'un air déterminé. Est-ce qu'elle connaît sa destination? Oui, je parle d'elle, la ligne de bus 256. Lors de sa mise en activité, lui a-t-on demandé son avis?
Qu'en pense-t-elle? Ouvrez la porte. Encore des embouteillages? Ou bien, il est dans un sale état ce bus? Alors que j'y suis installée depuis un certain temps, ces mots des autres usagers résonnent en moi. Est-ce vraiment ce qu'ils pensent d'elle? Mais que pense-t-elle de ses passagers? J'aimerais le savoir, mais finalement, je ne sais toujours pas où descendre. La ligne de bus de Joris Ben Abdelmomen. Fatigue. Elle a l'air épuisée tout en ayant l'air d'une aimable personne à l'intérieur. Ses yeux voient au loin, mais elle est là, présente, assise à l'arrêt de bus comme nous tous. Je me vois lui parler, elle est très agréable. Elle a les cheveux courts, très courts. Ils sont très beaux, soignés. Elle les a coupés sans cacher la blancheur, cette blancheur des cheveux qui vieillit. C'est une affirmation d'elle, du temps, oui, et surtout du temps. Elle a des rides aussi, qui recouvrent son visage. Quel charme! Elle me parle avec ses yeux d'une brillance éclatante, comme des pleurs. Non, elle ne pleure pas. Ce sont des yeux de sincérité, des yeux remplis d'étoiles. Et sa bouche s'étire, tendre, montrant les rides du temps. Ce temps qui passe, qu'elle voit passer sans broncher. Et puis ses yeux se ferment. Elle sourit, oui. Elle a ce sourire énigmatique, comme un rictus, qui en dit pourtant non, qui rassure, qui apaise, qui donne espoir. Elle me regarde toujours souriante et me dit « Vous savez, je suis âgée, assez âgée pour ne pas vous dire mon âge, mais si vous devez me retenir, retenez que j'ai vu, j'ai combattu, le temps m'a marqué, j'ai encore des séquelles. Je suis forte, droite, j'ai survécu, je suis femme. » Un texte de Neftali. Alors, quel est l'état de cette liberté dans le monde et plus particulièrement en France? C'est ce que Masten va nous expliquer à travers le dernier classement de Reporters sans frontières, qui nous dévoile des réalités parfois bien différentes d'un pays à l'autre. RSF est une organisation internationale non gouvernementale visant à défendre la liberté de la presse et la protection des sources journalistiques. Qui s'en sort bien? Qui chute dans les profondeurs du classement? Masten, on t'écoute. Alors, on n'est pas du tout sur un tirage de loto, ni au choix des mots de M. Chalgoumi sur un plateau TV, hein, mais RSF évalue 180 pays avec 5 critères clés: le cadre politique, le cadre légal, le cadre économique, le cadre socio-culturel, ainsi que la sécurité des journalistes. En gros, est-ce que les journalistes peuvent bosser sans risquer de perdre leur job? Et pour ça, ils envoient des questionnaires à leurs experts et des reporters sur le terrain, tout en analysant les agressions, les pressions et les autres joies du métier de journaliste. Et alors, en France, on s'en sort comment? En France, on est 21e. C'est bien, car mine de rien, on est en progression sur les 4 dernières années, où on a gagné pas moins de 8 places, figurez-vous. Mais bon, en France, concernant la France, la sécurité est plutôt pointée du doigt par rapport aux nombreuses violences policières que subissent les reporters, mais aussi de la part des manifestants. Sans oublier également l'ombre d'un potentiel deuxième attentat, comme celui qui a frappé Charlie Hebdo en 2015 et qui pèse toujours sur les journalistes. Bien entendu, certaines pressions des patrons de presse ne sont pas à exclure. Demandez à Sébastien Toen, qui s'est fait virer de Canal+ en 2023 à cause d'un simple sketch par notre très cher ami Vincent Bolloré. Et par rapport aux autres, comment on se situe? Par rapport aux autres, les États-Unis plongent à la 55e place, une chute spectaculaire. Selon RSF, les attaques répétées contre les journalistes, les médias indépendants sous pression et la désinformation galopante, le climat médiatique est devenu un vrai champ de mine. Sans parler des lois qui compliquent l'accès à l'info publique, on sent que l'élection de Trump qui se profile ne va pas arranger les choses. Mais attendez, on parle de la 55e place comme si c'était dramatique. Imaginons maintenant être à la 170e. Bienvenue en Égypte, là-bas, être journaliste, c'est un sport extrême, la presse est sous contrôle total. Les journalistes sont arrêtés, pour un oui ou par un non, la censure est omniprésente. Et à ce niveau-là, tu ne travailles pas pour informer, mais tu travailles pour éviter la prison. Bon, si on doit retenir une chose de ce classement RSF 2024, c'est que la liberté d'expression, c'est un combat permanent. En France, on est 21e, certes, mais la concentration des médias et les pressions économiques, tout n'est pas rose. Et aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, les médias sont sous tension et la situation se dégrade encore. Et en Égypte, eh bien là, être journaliste, c'est choisir une voie vraiment très compliquée sur tous les points. Bref, que ce soit ici ou ailleurs, informer librement devient de plus en plus compliqué. Et vu l'état du monde, on aurait bien besoin de journalistes indépendants pour nous aider à y voir plus clair. Parce qu'une presse muselée, c'est une démocratie en danger. Et je finirai par une citation d'Albert Camus. Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Bon, Auré, il l'a peut-être pas dit comme ça, mais ça sonne bien, et quitte à lui attribuer des citations, autant que ça fasse réfléchir. Merci. Pour mieux comprendre les réalités du journalisme en Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir Ahmed Abdine, qui partagera avec nous son expérience en tant que journaliste égyptien, et présente au micro de Sofiane les défis auxquels il est confronté dans l'exercice de son métier, ainsi que son analyse de la situation actuelle de la liberté de la presse en Égypte.
Notre invité aujourd'hui est un éminent journaliste arabe, Ahmed Abdine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous exercez ce métier depuis près de 20 ans. Vous avez parcouru plusieurs pays arabes, de l'Égypte, votre pays natal, au Maroc et puis au Liban, avant que votre périple ne vous mène finalement en France. Vous avez écrit pour de nombreux journaux et médias arabophones, tels que Akhbar al-Yawm du Maroc, tels que Al-Khasaut, où vous étiez mon collègue, tels que Middle East Eye et Al Jazeera. Aussi, vous avez également travaillé en tant que conseiller de communication, en communication pour plusieurs organisations internationales, comme la Fondation Frédéric Ebert et l'UNESCO. Bien sûr, votre parcours est bien plus vaste. Je souhaite tout d'abord vous demander qu'est-ce qui a changé dans la pratique journalistique et la situation de liberté d'expression en Égypte avant et après la révolution de janvier 2011 qui a provoqué la chute du dictateur Hosni Moubarak jusqu'à la prise du pouvoir de Abdel Fattah Sisi en 2013. Thank you so much for having me today. Et je suis désolé pour en français, c'est le podcast. So I have to respond in English. Alors je vais devoir répondre en anglais. Actually, journalism in Egypt during the period before Hosni Mubarak and after the revolution, it's very different. Le journalisme en Égypte avant Hosni Mubarak et après Abdel Fattah a beaucoup changé. During Hosni Mubarak, it was a dictatorship, but with some places or spaces to talk. Even this talk, it's not necessary or take an action. Pendant la prise de pouvoir de Hosni Mubarak, ce genre de prise de parole que l'on fait aujourd'hui n'était même pas accepté, c'était très compliqué. During the period of revolution from 2011 and 2013, durant la période de révolution en 2011 et 2013, it's the only period in the life of Egypt, modern Egypt, with real freedom. C'était la seule période durant l'Égypte où il y avait une réelle liberté d'expression. Even the period of elected President Mohamed Morsi. Même durant la période de l'élection de Mohamed Morsi. It's also a try to Islamist dictatorship, but it failed. Il a aussi essayé d'instaurer une dictature, mais ça a échoué. And converted to a military dictatorship. C'est passé en une dictature militaire. Where you can be shooted for administration or an article. Durant laquelle on pouvait être tué, abattu pour un article ou. Cher Ahmed, désolé pour si je vous interromps, mais quel type de restrictions avez-vous personnellement subi et auxquelles les journalistes égyptiens sont confrontés aujourd'hui? Actually, the military dictatorship is totally different from everything in the world. La dictature militaire est une dictature qui est vraiment très différente de tout ce qui peut se passer dans le monde. Maybe you will stay in prison for 10 years for an article. On peut rester presque 10 ans juste pour un article en prison. Or your family maybe will kill it or taken for an investigation. On peut tuer votre famille ou l'emprisonner pour une enquête. Maybe if you are covering something from the street, you may be shooted and die for this report. On peut mourir ou être tué sur place pendant une enquête ou une investigation. Actually, now I am out of Egypt for 10 years. Je suis actuellement parti d'Égypte depuis près de 10 ans. Many things changed, but the dictatorship is still beaucoup de choses ont changé, mais la dictature est toujours extrêmement présente. En fait, c'est une situation très très délicate et comme vous venez d'annoncer, vous avez quitté l'Égypte pendant 10 ans pour aller exercer le journalisme, premièrement au Maroc, puis au Liban.
Notre question, c'est quelles sont les différences concernant la situation de liberté d'expression entre ces pays? Every country has its restrictions. Chaque pays a ses restrictions. The Arab world is full of dictatorship, but with a different colors. Chaque pays a ses formes de dictature qui se présentent sous différentes couleurs. I remember that an investigation I worked with many colleagues. It was called Panama Papers. Je me rappelle avoir travaillé avec différents collègues dans un journal qui s'appelle le Panama Papers. During une enquête. Avoir travaillé sur une enquête. During my accommodation in Maroc. Durant mon séjour au Maroc. And I wrote a small investigation about the real money. And the real money which is exported to other PA and these investigations. 300 journalistes ont participé à une enquête concernant une fraude fiscale et j'en faisais partie. Et this was the distraction or the biggest distraction for me in Morocco to talk about the king or anything related to the king. La plus grande restriction au Maroc était la restriction sur le fait de parler du roi. In Lebanon, it's very different. Au Liban, c'est très différent. There is about 20 kings. Il y a environ 20 rois. Every king of them have its authority and power, so even there is a wide space freedom in Lebanon, but it's also dangerous. Il y a énormément de liberté au Liban, plus qu'au Maroc, mais cela reste encore très dangereux. Pardon, cher Ahmed, mais pour une dernière question, c'est que vous exercez maintenant le journalisme ici en France. En fait, faites-vous face à des restrictions, à des interdits en relation? Actually, in France, there is a wider space of freedom. En France, il y a une liberté d'expression qui est beaucoup plus large. But still, restrictions and dangerous topics in France. Mais il existe quand même des nombreuses restrictions et des sujets qui sont difficiles à aborder. Like talking about the genocide in Palestine. Comme parler du génocide en Palestine. Or take an action for the victims in Gaza. Ou alors prendre des actions pour les victimes à Gaza. There is a very dangerous atmosphere and career in France to do anything beyond the mainstream mind of supporting the genocide. La liberté d'expression est encore très compliquée à gérer quand il s'agit de parler de ce qui se passe en Palestine et du génocide à Gaza. I think that now for me the only topic I faced restriction and dangerous in France to support the victims in Palestine. C'est le seul sujet avec lequel j'ai du mal à m'exprimer en France quand il s'agit de soutenir les victimes à Gaza. In addition to some very sensitive topics I worked about, like the army selling to Egypt and investigating the Il y a un autre sujet sensible concernant les ventes d'armes en Égypte. And I have some colleagues who faced arrest and another problems in France to investigate military support from France to dictatorship, Arab dictatorship. J'ai quelques collègues à moi qui ont subi des arrestations durant des enquêtes concernant les ventes d'armes dans les pays arabes et plus particulièrement en Égypte. Cher Ahmed Abdine, merci beaucoup pour cette interview. Thank you so much. Merci Ahmed Abdine pour votre témoignage qui met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les journalistes dans le monde. La liberté d'informer est une bataille quotidienne et ceux qui la défendent prennent souvent des risques considérables. D'ailleurs, le combat pour une information libre a marqué l'histoire de nombreux pays. Le film Radio Prague, Les ondes de la révolte de Jiří Mák
sorti le 19 mars, revient sur le rôle crucial des médias dans les mouvements de résistance. Lucas l'a vu, qu'en as-tu pensé? Merci Eva. À l'heure où la légitimité des médias de service public ne cesse d'être questionnée en France et dans le monde, il paraît intéressant de se replonger dans le siècle passé et dans ces jours où les journalistes et la jeunesse ont lutté pour la démocratie. C'est ainsi l'expérience que nous propose Radio Prague Les Ondes de la Révolte, troisième long métrage du réalisateur tchèque Jiří Madl, en salle depuis le 19 mars dernier. Auréolé d'un grand succès populaire et critique en Tchéquie, cette fiction historique nous conte l'histoire de Thomas, jeune orphelin récemment embauché à la radio publique nationale. Son département est mené par le charismatique Milan Weiner, figure historique bien réelle qui, à la veille du printemps de Prague, lutte avec ses journalistes contre la censure gouvernementale. Au rythme d'une réalisation pleine de tensions, le cinéaste nous replace avec précision au début de l'année 1968. Ainsi, nous son arrêt la libéralisation du pays, l'instauration du socialisme à visage humain par Alexander Dubček, puis, dans un second temps, la répression soviétique et l'invasion de la Tchécoslovaquie dans la nuit du 20 au 21 août. Durant tous ces événements, Madl filme avec affection ces journalistes qui, alors même que les chars russes déambulaient dans Prague, continuent à diffuser sur les ondes des informations cruciales sur l'offensive en cours. Porté par un solide travail d'archives, le métrage incorpore à son récit nombre d'images d'époque, ce qui contribue à merveille à l'immersion globale. Cependant, se voulant être plus qu'une reconstitution historique, le film use de fiction pour angler son propos autour de l'acte de résistance qu'incarne le travail de journaliste. L'engagement de ces derniers dépasse ici la simple fonction informative, et pour cause, chaque liberté prise par Milan Weiner et les siens est un défi direct lancé à l'oppression et à la censure. En insistant sur leur détermination à relater la vérité, Madl célèbre ces professionnels dont la déontologie devient une arme contre l'autoritarisme. Malheureusement, au cours de la projection, le cinéaste nous perd par moments quant à ses intentions. Entre thriller politique, de fiction et drame historique, un choix clair aurait mérité d'être fait. Enfin, dans le contexte actuel européen, cette œuvre trouve évidemment un écho tout particulier. Pourtant État membre du pacte de Varsovie en 1968, la Tchécoslovaquie et l'invasion de son territoire illustrent avec effroi la brutalité dont est capable un pouvoir autoritaire et impérialiste. Aujourd'hui, alors que les relations entre la Russie et l'Europe restent tendues et que les débats sur la souveraineté de l'information reprennent de l'ampleur, le film nous rappelle combien il est crucial de défendre une presse libre, pilier fondamental de la démocratie. Ainsi, Radio Prague Les Ondes de la Révolte nous invite tous et toutes à méditer sur la portée historique et contemporaine du journalisme engagé qui, en dépit des pressions et des menaces, doit continuer de se dresser en rempart face aux dérives autoritaires. Ce film nous rappelle à quel point la radio et les médias en général peuvent être de puissants outils de résistance et de changement. Radio Prague Les Ondes de la Révolte met en lumière l'importance d'une information libre face à l'oppression. Une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Et voici déjà venue la dernière partie de notre émission. Il est encore temps de vous abonner à notre chaîne 13e Monde sur toutes les plateformes et à nos réseaux sociaux @13e Monde. Si l'information est un outil de résistance, comme on vient de le voir, encore faut-il qu'elle soit perçue comme fiable par le public. Aujourd'hui, quel regard les Français portent-ils sur les médias? Joris et Antoine décryptent pour nous les résultats du dernier baromètre, la Croix Variant-Laposte, publié en janvier 2025, qui évalue la confiance des Français envers les médias. Il s'agit de la 38e édition du baromètre sur la confiance des Français dans les médias. 2 mois plus tard, un autre baromètre sur l'utilité du journalisme a également été publié. Il est réalisé en partenariat avec France Média Monde, France Télévisions, Radio France et Ouest France à l'issue des 18e Assises du journalisme à Tours. Ces études sont importantes. Elles permettent de comprendre la relation qu'entretiennent les Français avec les médias et les informations qu'ils consomment quotidiennement, mais aussi de connaître leur réticence face aux professionnels de l'information. Premier constat en lisant le baromètre Variant-Lacroix. 76% des Français disent suivre l'actualité avec un grand intérêt. Si cette donnée paraît rassurante, il faut pourtant la nuancer, car les Français ressentent une certaine lassitude informationnelle. 51% d'entre eux éprouvent un rejet par rapport à l'actualité, et il y a plusieurs raisons à cela. 44% disent être lassés de voir toujours les mêmes informations à l'écran, et 41% se sentent angoissés, voire impuissants face aux informations qu'ils consomment. Qu'en est-il de la confiance dans les médias? Les Français sont plutôt méfiants. 62% estiment qu'il faut se méfier de ce qui est dit dans les médias sur les grands sujets d'actualité. Une hausse de 5 points par rapport à l'an dernier, selon le baromètre initié par la Croix.
Cependant, d'après l'étude utilisée sur l'utilité du journalisme, 74% des Français font confiance aux médias professionnels plutôt qu'aux informations relayées par leurs proches via les réseaux sociaux. Pourtant, cette information doit elle aussi être nuancée. Le baromètre sur l'utilité du journalisme a demandé le niveau de confiance des Français en fonction des thématiques abordées par les médias. 56% d'entre eux ne font pas confiance aux informations issues de la vie politique. Mais quelle est donc la source d'information en laquelle les Français ont le plus confiance? Il s'agit du sport. 79% d'entre eux disent avoir totalement confiance dans l'information délivrée par les journalistes à ce sujet. Ce même baromètre démontre que les Français utilisent à grande majorité la télévision à hauteur de 75% et Internet avec les sites d'actualité à hauteur de 58% pour s'informer. Alors que beaucoup pensent que les réseaux sociaux sont une source principale d'information, il s'avère que seulement 23% des Français disent s'informer avec des informations partagées par leurs proches. Ces résultats dressent un tableau contrasté. Les Français sont avides d'informations. Pourtant, ils expriment une certaine vigilance quant à la fiabilité de celles qu'ils consomment. Cela démontre une certaine fragilité du monde médiatique. Alors que nous vivons dans une période incertaine, ces études nous montrent que les publics ont de l'intérêt pour le travail des journalistes, malgré leurs réserves sur certaines thématiques. En perpétuelle quête d'information, nous pouvons nous demander si les médias français sont toujours dignes de confiance, alors qu'ils sont pour certains détenus par des personnalités aux idées plus ou moins clivantes et à l'influence délétère. Et avant de laisser place à Kian pour un débat avec Anna, Mamadou, Souleymane et Redouane, afin d'examiner si les médias français méritent encore notre confiance, faisons une deuxième pause théâtrale avec les textes de Cassie et Joris, présentés par Eska et Nancy, sur les écrits effectués pendant l'atelier d'Antonin Crémieux. Un sourire doux, une chevelure en pagaille, des joues tachetées par les rayons du soleil, sa frange légère cache son front transpirant et la naissance de ses sourcils. On devine derrière des paupières lourdes un regard profond où l'on y cherche l'innocence de l'enfance. On lui disait souvent qu'elle était jolie, qu'elle était gentille. Elle avait joué toute l'après-midi avec ses copines. Elle avait couru, elle avait dansé. Plus tard, elle s'était assise. On l'avait prise en photo et dans un instant de chamaillerie, son petit frère s'était glissé devant l'appareil. Elle avait souri, elle souriait toujours. Elle ressentait bien des choses qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne pouvait pas décrire, par manque de mots ou par manque de place. Ce soir, quand elle sera seule dans son lit, elle aura sûrement peur du noir, mais pas à cause des monstres sous son lit, ou peut-être que si. Un test de Cassie. Prendre le temps, mais se l'accaparer pourquoi? Ne serait-il pas vain de se poser un tel questionnement? Certains le font, peut-être que lui aussi. Cet homme dont le sourire montre une certaine satisfaction de la vie. Ses lunettes bien établies sur son visage, son regard et ses vêtements, tout cela lui va si bien. Le voilà, à cet endroit ancré dans la ville depuis un certain temps, là où le temps semble se figer, mais où tout le monde va et vient, ce qui pourrait finalement faire vivre ce lieu. Quel chemin a-t-il pris? D'où lui vient cette gaieté de vivre, d'être ici? À cet instant. Peu importe. Ici même, la vie fait qu'il s'est retrouvé à cet endroit. Tout porte à croire qu'elle lui sourit, comme il le fait si bien. Mère Nature lui offre cette légère brise d'air, laissant davantage penser que tout lui réussit, car finalement, ça lui va si bien. Lui arborant ce sourire. Lui propre avec sa cravate. Lui semblant bien au chaud sous ses vêtements. Tout compte fait. Est-ce qu'il l'a pris ce temps? Oui, il pourrait déjà être parti, bien loin de ce fragment, de cet instant, de ce lieu dont on ne sait plus grand-chose. Un texte de Joris. Les médias français sont-ils encore dignes de confiance? Pour le savoir, on va d'abord écouter un extrait de la matinale de France Inter du 27 janvier dernier où Jean-Christophe Ploquin est intervenu. C'est le rédacteur en chef du journal La Croix qui publie chaque année le baromètre de confiance dans les médias. À l'info et sont intéressés par l'actualité. Les 3/4 des Français disent qu'ils sont intéressés par l'actualité. Et c'est plutôt en hausse. Et c'est plutôt des bons chiffres depuis 2-3 ans. Ensuite, le deuxième élément, c'est celui que vous avez donné, effectivement, une défiance très profonde par rapport, on va dire, au système médiatique. Mais alors, ce qui est très paradoxal, c'est que cette défiance s'accompagne, à l'inverse, finalement, d'un usage
qui est en croissance vis-à-vis de tous les médias. Et quand on regarde tous les médias, que ce soit les télés, les radios, la presse écrite, les sites internet, mais aussi évidemment les influenceurs, les podcasts, c'est très frappant. Pour tous ces supports, en quelque sorte, l'usage augmente. Et encore plus paradoxal, pour tous ces supports, la confiance a plutôt tendance à augmenter par rapport aux médias que vous utilisez. En effet, dans un monde où l'information circule en continu et où les réseaux sociaux jouent un rôle central, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Entre accusations de fake news, la course au scoop qui peut mener à des négligences et les soupçons de manipulation, la confiance du public envers les médias semble s'éroder. Mais alors, face à cette situation, comment s'informer de manière fiable ? Les médias classiques sont-ils toujours une référence, comme l'indique Jean-Christophe Ploquin, ou bien assistons-nous à un basculement vers de nouvelles sources d'information ? Pour commencer, on va faire un petit tour de table, si vous voulez bien, pour savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à cette question. Est-ce que vous faites confiance aux médias ? Moi, c'est Souleymane et je pense que oui, il faut faire confiance quand même aux médias. Alors bonjour à tous, moi c'est Redouane et je pense que oui, on peut faire confiance aux médias, mais attention à comment on consomme l'information. Bonjour à tous, moi c'est Mamadou et moi je pense qu'au contraire, il ne faut pas du tout faire confiance aux médias. Enchantée, moi c'est Anna et je pense qu'aujourd'hui on peut faire confiance aux médias, mais avec modération. Ok, est-ce que Anna tu pourrais être plus claire sur ton propos, pourquoi ? Alors, on entend souvent dire que les Français ne font plus confiance aux médias et que la défiance est généralisée. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, si on regarde les chiffres récents de l'ARCOM et de l'INSEE, on voit une réalité bien plus nuancée. D'abord, en 2024, l'ARCOM a révélé que 66% des Français s'informent encore quotidiennement via la télévision, suivie par la radio, les moteurs de recherche et aussi les réseaux sociaux. Si la confiance était en chute libre, on s'attendrait à une baisse massive de l'audience des médias traditionnels. Pourtant, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Malgré la montée en puissance des plateformes numériques, les médias éditorialisés comme la télévision, la presse en ligne ou la radio restent des références majoritairement dominantes. Mais tout ça pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont encore perçus comme des sources d'informations fiables. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Français font toujours confiance et surtout les yeux fermés. En effet, parce que moi je suis d'accord avec toi Anna sur ta dernière phrase, parce que selon le baromètre de la Croix qui a été paru le 14 janvier 2025, seulement 32% des Français font confiance à la presse pour les grands sujets d'actualité. Près de 2/3 des Français ne font pas confiance aux médias lors des grands sujets d'actualité et 70% des Français préfèrent se référer à leurs proches pour s'informer. On observe aussi que 82% des Français ressentent de la fatigue ou du rejet par rapport aux médias et 62% des Français se méfient de ce que disent les médias. Tous ces chiffres-là sont l'expression d'une extrême méfiance de la part des médias qui s'expriment par plusieurs domaines et par plusieurs choses. Tu veux intervenir à ce moment ? Oui, moi je vais quand même réagir à ce que tu dis. Tu dis que les Français ont une méfiance des médias, ils préfèrent s'informer via leurs proches. Mais j'ai une question pour toi, les proches, ils s'informent où ? C'est vrai que la plupart des proches s'informent grâce aux médias, mais les Français préfèrent utiliser leurs proches plutôt que les médias, car, comme je l'ai dit auparavant, il y a une forte défiance qui s'exprime par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle de la part des médias. Et je peux te donner des chiffres, comme par exemple que 43% des Français sont inquiets suite à l'utilisation massive de l'intelligence artificielle au sein des médias, qui apporte de nombreux biais et qui peut fausser l'information transmise. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que là, ça dépend vraiment de ce que tu dis. Là, on va voir, par exemple, au niveau des médias, ça dépend. Si tu parles des médias classiques comme la télé, la presse, etc., eux, c'est plutôt des médias qui vont avoir tendance à sensibiliser les gens sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je prends l'exemple, par exemple, des JT de TF1, France 2. Récemment, j'en ai vu un où il y avait toute une séquence où il y avait une sensibilisation à ces problèmes d'intelligence artificielle. Et moi, je les retrouve plus, ces problèmes d'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, là où les gens vont s'informer. Et c'est pas bon. Pour moi, il y a un contresens complet. D'ailleurs, moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Il y a eu justement une émission, parce qu'il
France 2 couvrait justement la commission internationale qui avait lieu sur Paris vis-à-vis de l'IA. Et justement, ils ont fait que répéter de prendre soin, enfin de faire attention. Et il y a aussi notamment un outil très important, moi je trouve, qui a été mis en place par le journal Le Monde, le Décodex, qui permet aux lecteurs du Monde, et même à tous ceux qui veulent, d'aller sur le site et de vérifier avec cet outil si l'information est juste ou fausse. Déjà, merci à tous pour cette intervention-là. On va passer à une autre question, à part si vous voulez dire, ajouter quelque chose ou être plus précis sur un point. Alors, si comme l'affirme Jean-Christophe Ploquin, les médias traditionnels s'inspirent davantage confiance grâce à leur marque, comment expliquer que les Français soient plus enclins à s'informer sur les réseaux sociaux? Bon, ça dépend, parce qu'il faut commencer. Déjà, il y a des jeunes, forcément. Nous, les jeunes, on est souvent sur nos téléphones portables. On va souvent aller sur les réseaux sociaux pour vouloir s'informer. Je pense que si on prend une tranche d'âge un peu plus élevée, qu'on prend les plus de 65 ans, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous s'informer sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous, Redouane, pourquoi est-ce que vous faites confiance aux médias? Alors tout d'abord, comme une majorité des Français, je croise mes sources, c'est-à-dire que je ne me fie pas seulement à un seul média, je ne vais pas seulement m'arrêter aux propos tenus au journal de 20h sur France 2 par exemple. Je vais croiser un peu avec les grands médias, ce qu'ils proposent sur leurs réseaux sociaux, ou tout simplement lire les grands médias tels que Le Monde, enfin de la presse écrite classique sur Internet notamment, ou sur application directement depuis mon téléphone. Alors moi, si je peux intervenir, je rebondis sur ce que Mamadou a mentionné tout à l'heure. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été réalisée sur la Fondation Jean Jaurès et qui montre justement que 58% des Français doutent encore de l'indépendance des médias face au pouvoir politique et économique. Et avec justement l'essor des réseaux sociaux, comme tu l'as mentionné, il y a de plus en plus de personnes qui confrontent différentes sources avant de se faire leur propre opinion ou leur propre avis. Et certains trouvent même que beaucoup de sujets aujourd'hui sont traités de manière biaisée ou, par exemple, de manière incomplète. Et pour moi, c'est ce qui alimente cette méfiance aujourd'hui. Pour rebondir à cela, on peut parler aussi de l'importance des enjeux économiques qui sont privilégiés au détriment de l'information. Parce que, comme nous pouvons observer, en 2019, plus de 51% des aides à la presse ont été bénéficiées par rapport à 8 grandes familles qui détiennent des grands médias, comme par exemple la famille Lagardière, la famille Arnaud et la famille Bolloré. Et cela montre une monopolisation des médias. Pour moi, ça ne veut pas dire que voilà, qu'il y a plusieurs médias qui sont détenus par des milliardaires, qu'au sein de la rédaction, il ne va pas y avoir une certaine indépendance ou à vouloir traiter le sujet de façon sérieuse et rigoureuse. Donc moi, je pense que, voilà, même s'il y a, c'est vrai, certains médias où il faut faire attention, il faut croiser ses sources, comme l'a dit Redouane, c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même un travail sérieux qui est fait. Et il n'y a pas mieux aujourd'hui, on ne peut pas aller s'informer autre part. Et je pense que voilà, les Français sont intéressés. Je prends un sondage par exemple de l'Arcom qui est sorti en 2024. C'est un sondage qui était plutôt orienté vers les jeunes. 94% des Français sont intéressés par l'information et s'informent à peu près tous les jours. Donc je pense que voilà, même s'il y a une certaine méfiance, il y a cette volonté-là quand même de s'informer. Et ces médias sont importants là pour moi. Et moi j'aimerais juste compléter par rapport à ce que vous tous avez dit. Anna a mentionné le choix des journalistes, en tout cas leur motivation, aller au bout de leur enquête, de leur article. Et Mamadou, lui, a parlé des pressions économiques. Moi, je voulais juste dire qu'en France, on a la chance d'avoir des lois telles que la loi Brachard de 1935 et la loi Cressard de 1974 qui encadrent la profession journalistique et qui leur laissent justement un peu cette indépendance éditoriale au journalisme, malgré qu'il peut avoir des pressions économiques ou que certains médias appartiennent à quelques familles. Voilà. Donc merci pour ces sources, Redouane. On a pu du coup aborder quand même plusieurs points, mais finalement, pour conclure, qu'est-ce que vous proposez? Que peut-on faire pour restaurer la confiance du public envers les médias? Moi, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait d'abord par les médias eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui doivent faire cet effort-là de montrer que oui, ils sont dignes de confiance, oui, il y a une forme de travail sérieux qui est fait derrière. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a le monde où il y a les médias qui sont entre eux, les journalistes savent comment ils travaillent,
Et il y a le monde où nous tous on est là, on se dit bah, ces journalistes-là, comment ils font pour récupérer ces informations-là. Je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire et les médias doivent montrer, ils doivent faire plus preuve de transparence. Il n'y a pas de choses à cacher comme on pourrait le croire. Moi, je pense que les médias doivent faire attention à avoir plus de pluralisme au sein de leur ligne éditoriale. Et comme tu l'as dit, Souleymane, je te rejoins par rapport à la pédagogie. Et parce que j'ai l'impression que pour moi, il y a un monde, c'est les médias et un monde, c'est le public. Il n'y a aucune médiation, il n'y a aucun lien entre les médias et le public. Et je pense que c'est le plus important pour que les Français aient une confiance envers les médias. Alors vous avez surtout mentionné la pédagogie des médias, mais je pense qu'il faut aussi sensibiliser le public justement à diversifier ses sources, à chercher l'information, à les comparer et après ça se créer un propre opinion, un propre avis. Donc pour moi, pour conclure, c'est vraiment on peut faire confiance aux médias, mais avec vigilance et pas aveuglément. Donc on arrive en termes de ce débat où nous pouvons assurer que restaurer la confiance du public envers les médias nécessite un engagement fort en faveur de la transparence, de l'indépendance et de la véracité de l'information. À l'avenir, espérons qu'on trouve des solutions pour arriver à une adoption des pratiques éthiques plus rigoureuses et en phase avec notre société en perpétuelle évolution. Il est clair que même si la confiance dans les médias peut être mise à l'épreuve, la réflexion collective autour de cette question reste cruciale. Merci à tous pour vos interventions riches et diversifiées. Merci à vous. Merci. Treizième monde. Et si on s'écoutait parler? Et c'est la fin de notre émission semestrielle. Nous avons exploré le rôle fondamental des médias dans nos sociétés contemporaines en mettant en lumière plusieurs enjeux importants. Une chose est claire, une presse libre et indépendante est essentielle à la démocratie. Mais elle est aujourd'hui menacée entre la concentration des médias, les pressions économiques et politiques et la méfiance croissante du public. Le défi est immense. Pourtant, des solutions existent. Limiter le contrôle des grands groupes sur l'information, garantir l'indépendance des journalistes, diversifier les sources et surtout éduquer le public à mieux décrypter les contenus qu'il consomme. L'histoire nous l'a prouvé, comme avec les journalistes de Radio Prague en 1968, quand la liberté d'information vacille, c'est toute une société qui vacille avec elle. Aujourd'hui encore, la lutte continue, mais il tient qu'à nous de défendre une presse forte, crédible et accessible à tous. Et je voulais dire un grand merci à Nabil Sedouay et Pierre Damé de nous avoir permis d'enregistrer cette émission à la chaufferie et de la diffuser sur le compte YouTube de l'université. Également, merci à notre enseignante, Madame Judith Meyer, qui coordonne l'atelier radio. Et bien sûr, merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis pendant cette heure. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis pendant cette heure. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube et sur notre site internet et d'aller écouter nos podcasts sur le thème des choix éditoriaux et la perception de l'actualité sur toutes les plateformes et sur notre site webradio-unif-paris-13.fr. On vous souhaite une excellente journée. C'était notre émission semestrielle. Les médias sont-ils malades? On espère vous avoir aidé à trouver l'antidote aux vulnérabilités du système médiatique. Et on vous dit à la prochaine sur 13e monde. Non.